Merci et bienvenue, voici une nouvelle rencontre et cette question existentielle, est-ce que Terminator, tel qu'on l'a connu dans les années 80-90, risque d'arriver dans notre monde sur ce plan terrestre? Est-ce que l'intelligence artificielle peut un jour avoir une certaine conscience au point de dépasser l'humain que nous sommes? Il y a des gens qui se posent ce genre de questions, qui travaillent autour de ces questions et c'est vrai qu'avec l'évolution de ces technologies, on est aussi en droit de se poser la question, nous, à notre petit niveau. David Perrault est là pour en parler. Bonjour David. Bonjour Marc. On peut se poser cette question. Bien sûr qu'on peut se la poser. On peut avoir peur de cette évolution technologique. On peut avoir peur. Alors j'espère que cet entretien démontrera que pas forcément, que ça peut aussi être une opportunité. Ouais. Mais effectivement, on peut avoir peur. Moi, en tout cas, je suis spécialiste de la conscience, donc je n'étais pas du tout spécialiste des intelligences artificielles jusqu'il y a à peu près 3 ans et demi. Quand j'ai entendu un ex-dirigeant de Google X, qui est le département recherche et développement de Google, dire que selon lui, d'ici 20 ans, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus intelligente que celle de l'homme. Et puis là, moi j'étais en voiture, je me suis arrêté, j'ai quand même posé, j'ai dit de quoi on parle là? C'est vrai. Puis après, je suis rentré en contact avec lui, puis je lui ai dit, mais c'est quoi, c'est un effet d'annonce ou c'est vraiment... Et il m'a dit, non, moi j'ai peur, je quitte mon poste et je vais militer pour un moratoire. Je ne veux pas qu'on continue cette folie. Pour modérer tout ça. Modérer, tout ça. Après, c'est utopique, c'est illusoire. De modérer tout ça, c'est illusoire. De limiter tout ça, non, je pense que, ça semble une aberration. Je pense qu'il y a un bien meilleur chemin, qui est celui dont on va parler. Mais je pense qu'interdire, c'est complètement illusoire. En plus, il y a une course à l'intelligence artificielle entre les grandes puissances. Bien sûr. Donc, il y en a une qui fait un moratoire et puis les autres qui se régalent. Donc, oui, non, bien sûr. Alors, ce livre dont on va parler aujourd'hui, c'est aux éditions Jouvence et je salue évidemment les éditions avec lesquelles nous sommes en partenariat. Devenez génial à l'ère, évidemment, où les machines deviennent intelligentes. Et on va essayer aussi, est-ce que l'objectif de ce livre, comme ça, de prime abord, David, c'était pas aussi de dédramatiser un peu la situation? Mais complètement, parce que, comme je l'ai dit avant, moi je suis spécialiste de la conscience. Et puis pour moi, la seule question que je me suis vraiment posée quand j'ai entendu cette prédiction qui est pire que Terminator, c'est mais finalement de quelle intelligence parlons-nous? Parce que nous, avec toutes mes recherches sur la conscience, je me suis rendu compte que nous avions plusieurs formes d'intelligence. On le sait tous. Il y a évidemment l'intelligence intellectuelle, mais il y a aussi l'intelligence intuitive, il y a l'intelligence empathique. Donc, l'idée de ce livre, c'est de finalement rappeler à l'être humain qu'il a beaucoup plus de cordes à son arc que simplement son QI. Et certains vont dire que vous êtes résolument optimiste. C'est pour ça que vous pensez de cette manière-là? Oui, j'ai toujours préféré l'optimisme au pessimisme. Dans tout, je traite aussi pas mal dans mes romans de l'évolution de ce qui se passe sur Terre, du fait qu'on épuise les ressources. Et de nouveau, sans nier qu'il faut changer, je pense qu'un changement est possible. Et puis là, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il me semble que le changement à faire chez l'être humain est évident. Et puis qu'il apportera un bienfait personnel et sociétal. Alors pour ceux qui auraient hiberné pendant quelques temps et qui ne connaîtraient pas David Perrault, bien entendu, il y a le romancier que l'on connaît. D'abord le chef d'entreprise, ensuite le romancier qui arrive presque par hasard, par erreur en tant que romancier. Parce que vous n'étiez pas prédestiné à ça? Oui, alors c'est ce que je raconte au début de Devenez génial. Parce que Devenez génial, c'est aussi et avant tout un guide de reconnexion à ces autres formes d'intelligence. Oui, parce qu'il y a de la pratique. Il y a de la pratique, etc. Et puis ce que je dis surtout, c'est une chose que les machines n'auront jamais, c'est des intuitions. Et j'explique pourquoi. Et au fait, moi, je suis devenu romancier, pour répondre à la question, en suivant une intuition très forte, qui m'est venue à un moment où justement lors d'un stage d'Eckhart-Tolle, où j'étais dans le moment présent, où j'avais coupé mon rapport quotidien avec mon entreprise. À l'époque, j'étais chef d'entreprise. Je pense que je devais recevoir entre 200 et 250 emails par jour. C'est ça. Et j'avais décidé de tout couper pour 5 jours et puis de me concentrer un peu justement sur ma connexion avec ma conscience un peu plus élargie. Et je pense qu'une intuition qui frappait à la porte depuis longtemps, mais que je n'entendais pas, est arrivée à ce moment-là.
et m'a proposé de partager mes connaissances sur la conscience sous forme de roman. Il faut écrire. Il faut écrire, mais ça, je le savais. Je dirais que mon mental est arrivé à la même conclusion, seulement je n'avais pas pris les choses par le bon bout. Je voulais partager ce que j'avais appris en plus de 25 années de recherche sur la conscience, et j'avais fait un essai assez touffu, une sorte d'encyclopédie sur la conscience, qui avait réussi qu'une chose, c'est à m'ennuyer moi-même quand je me relisais. Autant dire que je n'ai jamais publié. Je m'auto-fatigue. Voilà, je m'auto-fatigue. Je dis, mais qui c'est qui a écrit ça? C'est touffu, c'est lourd, c'est compliqué. Vous savez, j'ai reçu ici Aruna Lipsitch, qui est venue s'installer sur les canapés, et quand je lui demandais quelle était sa définition de la conscience, elle m'a dit, vous savez quoi? Celui qui arrive à donner une vraie définition de la conscience sera milliardaire en 24 heures. D'accord. Bon, alors, je vais essayer. Est-ce qu'on peut donner une définition de la conscience? En tout cas, quelle est la vôtre? Ben, écoutez, moi, je suis parti, j'ai étudié la conscience vraiment, à la base, je suis un scientifique, je suis un académicien, j'ai un master en finance, qui n'a pas grand-chose à voir. La société que j'ai dirigée pendant plus de 13 ans était une société de recherche comportementale, où on faisait de l'étude comportementale, donc j'ai un fond assez académique. Et quand j'ai commencé à étudier la conscience, c'était bien sûr par le prisme de la science. Et puis, du coup, j'ai approfondi ça et j'ai vu qu'il y avait deux grandes définitions de la conscience. Une définition la plus répandue, celle qu'on a probablement tous appris à l'école, et la première qui nous vient en règle générale, c'est que la conscience est issue de la matière, c'est-à-dire que la conscience est autogénérée par la complexité de notre cerveau. Et qui fait nos apprentissages, c'est celle qui fait nos fondamentaux, voilà, c'est celle que nous ancre comme ça dès le plus jeune âge, et on est formaté de cette manière-là. Exactement, ouais. Et puis moi j'étais parti de ce principe-là, mais en creusant, j'ai commencé à rentrer sur les états de conscience non ordinaires, notamment les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les dons de médiumnité. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne collait pas. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de scientifiques qui disaient, mais comment une conscience autogénérée par le cerveau peut sortir du corps, peut fonctionner quand le corps est hors service. Et ce mouvement-là dit que la conscience, c'est quelque chose d'exogène, donc d'extérieur au corps humain, et que le corps humain est un émetteur-récepteur. Et moi, je pense, après plus de 30 années de recherche sur ce sujet-là, que les deux ont raison. Que les deux, en fait, regardent par une fenêtre différente et voient une partie du paysage différent. Mais en fait, s'ils se mettaient sur le toit de l'immeuble, le tout se réunirait. Et je pense que nous sommes toujours en train d'avoir accès à notre conscience mentale, celle qui est autogénérée par notre cerveau, et, de manière moins évidente, je l'avoue, accès à cette conscience exogène qui, elle, va nous amener justement ce que j'appelle nos ici, nos intuitions, la véritable créativité et la véritable innovation. Ouais, nos ici, l'abréviation ICI, donc vous l'avez dit, intuition, créativité, innovation. Oui. C'est ce que certaines personnes parlent de conscience intuitive et d'autres parlent de conscience analytique. Voilà, ce sont ces deux plans-là. C'est un peu ces deux plans-là, ouais. Mais je pense que dans la conscience analytique, il y a plus que ça. Il y a plus que seulement la conscience. Il y a aussi tout ce qui est, rationnel, il y a tout ce qui est planification, il y a tout ce qui est... Et puis dans la conscience intuitive, il y a aussi plus que cela. C'est-à-dire, pour moi, la conscience intuitive, les intuitions nous proviennent d'un champ d'information, je l'appelle le web de l'univers, pour simplifier, qui est gigantesque, dont personne ne peut définir les contours. Et le fait d'avoir accès à ce champ d'information peut justement nous guider dans des moments précieux de notre vie, à des carrefours importants. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai eu à un moment donné vraiment l'intuition forte que je m'étais planté comme j'avais commencé à écrire, mais que j'étais fait pour écrire. Par contre, je devais le faire sous forme ludique, je devais écrire des romans. Alors, c'est toujours étrange. Je suis assez fasciné par les gens qui écrivent des romans, parce que par définition, dans le conscient ou l'inconscient public, du grand public, le roman, c'est une histoire. Et donc, il n'y a pas de vérité au travers du roman. Parce que c'est une histoire inventée, par définition. Oui, c'est vrai. C'est une histoire inventée, mais dans laquelle on peut... romancer. On peut partager quand même pas mal de vérités.
Et pourquoi moi j'aime beaucoup parler de conscience par le biais du roman? Ça permet d'amener des gens qui sont pas forcément, qui ont des doutes sur la conscience, qui ont justement été à l'école dite matérialiste, qui dit que la conscience n'est qu'une émanation de la matière, de les amener à se poser la question, mais pourquoi pas? Parce que dans le roman, l'avantage c'est que les gens se rendent bien compte, hein, j'écris des romans mais avec 30 ans de bagage de recherche sur la conscience, donc ils se rendent bien compte que c'est documenté, que c'est plausible. Et puis, d'un autre côté, ça leur paraît très extraordinaire. Mais il y a toujours, la plupart des gens qui lisent mes romans, ils me disent, c'est marrant, pendant tout le roman, je croyais qu'on était dans une histoire, mais j'avais cette question, et si ça pouvait être vrai? Et si c'était quand même quelque chose de réel? Et c'est un peu ce que je cherche finalement, c'est instiller le doute pour que les gens se renseignent. Et ce que je fais beaucoup à la fin de mes romans, je donne toute la biographie, toutes les recherches qui m'ont aidé à écrire le roman. Comme ça, si les personnes ont vraiment, à la fin du roman, cette interrogation, est-ce que ce qu'il y a dans ce roman, c'est la vérité ou c'est de la fiction, ils peuvent aller se renseigner. Sur vos travaux sur la conscience, vous évoquez à plusieurs reprises que vous avez cette carte scientifique, donc de travail de recherche scientifique. Vous avez besoin d'affirmer et d'afficher cette carte scientifique pour plus de crédibilité? Oui, je crois que j'ai eu besoin moi-même pour y croire, c'est-à-dire pour vraiment accepter, parce que au début j'ai fait que de la recherche, puis après j'ai fait de la pratique, et puis la pratique de la conscience c'est de la pratique spirituelle. Bien sûr. Donc mais pour moi-même accepter de faire de la pratique spirituelle, j'ai eu besoin de comprendre ce que je faisais. Je suis quelqu'un de très mental finalement, je parle de nos ici, je parle de tout le bienfait que le travail que j'ai fait personnellement pour passer de ma conscience mentale à ma conscience plus intuitive, m'a apporté. Mais c'est vrai que c'est un chemin que moi j'ai dû faire. Et ce chemin, comme je suis quelqu'un d'assez académique, d'assez rationnel, il a dû passer par le raisonnement. Et je pense que c'est mon identité. Et du coup, je permets aussi aux personnes qui, de temps en temps, doutent, hein, quand on leur dit « Ah, mais… il y a une vie après la mort, on peut sortir de son corps, on peut parler avec nos défunts, etc. » D'amener le côté rationnel, de leur dire en réalité, c'est pas des charlatans parce que les études montrent ta. Mais c'est parce que vous êtes suisse aussi. Et que les Suisses ont une ouverture d'esprit qui est peut-être un petit peu plus globale que d'autres nations, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, oui. C'est vrai, moi je pense que oui. C'est sûr qu'en Suisse, on peut parler très ouvertement de ces sujets. Moi, j'interviens beaucoup en entreprise, justement pour aider les gens qui ont besoin de se reconnecter à leurs intuitions, à leur créativité. Les entreprises cherchent de plus en plus à être… elles ont toujours cherché, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, elles le cherchent encore plus, à être innovatrices. Et du coup, se connecter à nous ici permet d'être bien plus performant dans ces domaines de créativité et d'innovation. Donc, je travaille pas mal en entreprise en Suisse et ils n'ont pas de problème avec ce discours-là. Donc, pour revenir à cette intelligence artificielle, il y a des chiffres qui sont assez étonnants. Vous parlez du cabinet Deloitte qui a réalisé en Suisse un sondage. 62 des salariés, c'est-à-dire 61%, utilisent des intelligences artificielles au sein même des entreprises en Suisse, dans le cadre de leur métier. Et 70% craignent, 70% ont peur, craignent que tout cela les remplace un jour et dans un délai très court, c'est-à-dire d'ici 5 ans. Ouais. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Et c'est des études sérieuses. Hein. Et ce sont des études sérieuses. Une étude, comme vous l'avez cité, de Deloitte, une autre de McKinsey. Ouais. On retrouve à peu près les mêmes chiffres. C'est du fantasme, ça, ou c'est une psychose générale parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle est quasiment partout, ou est-ce que ça vous semble avéré? Vous démontrez l'inverse dans votre livre, mais… Alors, les chiffres sont corrects. Sont vrais. Les chiffres sont vrais, mais c'est interroger des personnes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que d'ici 5 ans, vous allez perdre votre job face à l'intelligence artificielle? Et c'est sûr que il y a vraiment une percée en intelligence artificielle depuis qu'ils ont introduit la méthode du deep learning qui a permis l'émergence d'intelligence artificielle de type ChatGPT ou Midjourney pour les images. Pour les images, oui. Et ça a impressionné beaucoup de monde. Qui viennent de là. Hein. C'est Midjourney, ça. Oui, c'est Midjourney qui vous a fait ça. Ouais.
Mais moi j'utilise l'intelligence artificielle. Je fais des images de Midjourney pour mes conférences. Ouais, mais c'est vrai qu'après, quand on regarde notamment dans les médias, et les médias sont très responsables de ça, mais quand on regarde dans les médias, on a l'éducation nationale en France qui tire à boulet rouge justement sur les chats GPT et autres, parce qu'on voit des mômes qui vont commencer à travailler leur dissertation, leur rédaction, leur explication de texte, etc., en utilisant ChatGPT. Ouais. Et ça peut être effrayant pour le coup. En fait, ce qui fait peur à tout le monde, que ce soit aux profs, que ce soit aux employés, c'est que l'intelligence artificielle est en train de fournir de l'intelligence, du quotient intellectuel, comme on fournit de l'électricité ou de l'eau. Donc ça devient un produit. Et Devenez génial dit justement, ne confondez pas votre QI avec l'entier de votre intelligence. C'est-à-dire que votre intelligence, c'est du QI, donc c'est de l'intelligence mentale, mais associé justement à de l'intelligence intuitive, à de l'intelligence émotionnelle, que les machines n'auront pas. C'est ça. Le problème qu'on a maintenant, et je le dis dans le Devenez génial, c'est pour ça qu'il faut réapprendre à utiliser toutes ces formes d'intelligence, c'est qu'on a tous été éduqués à une époque où l'intelligence QI ne provenait que des êtres humains, et puis on en a besoin de beaucoup. L'économie fonctionne, l'économie de la société fonctionne principalement grâce à de l'intelligence de type QI. Donc on avait un énorme besoin de ce type d'intelligence. Donc on a formé, tout le système éducatif prépare les gens à fournir un maximum d'intelligence QI. Et maintenant, on a cette intelligence artificielle qui va venir nous concurrencer dans ce domaine-là. Après, comment on réagit? C'est là toute la question. On peut avoir peur d'effectivement se faire concurrencer sur ce type d'intelligence-là. On peut se dire, enfin, on a l'opportunité de faire un pas en arrière et puis d'utiliser tous nos types d'intelligence. Et c'est vrai que cette question de la conscience, de l'émotionnel, c'est là où en fait le delta se joue chez vous. C'est que vous considérez qu'en fait, ces machines n'auront pas cette dimension émotionnelle. Voilà, alors je ne peux pas faire des prédictions à très long terme, mais d'après vous. Mais pour moi, comme je l'ai expliqué avant, la conscience est double. La conscience, il y a cette conscience mentale. Donc là, on est plus dans ce que peuvent reproduire les machines. Pas encore. Il ne faut pas non plus les encenser. Elles ne sont pas encore au niveau où elles peuvent reproduire l'intelligence du cortex cérébral. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des découvertes qui ont été faites récemment sur comment le cortex cérébral produit de l'intelligence, et ça ne correspond pas à la façon dont les intelligences artificielles sont programmées. Donc je pense qu'elles vont atteindre une limite. Elles ont fait un bond en avant, elles vont atteindre une limite. Il faudra tout reprogrammer au fur et à mesure qu'on fait ces nouvelles découvertes sur comment nous, on produit de l'intelligence de type QI. Mais c'est sûr que d'ici, c'est pour ça que ces prédictions sont quand même à 5, 10, 15 ans, je pense que la machine arrivera à produire ce type d'intelligence. Mais nous, on a cette autre conscience qui, elle, est beaucoup plus subtile, qui est une sorte de connexion probablement d'ordre quantique au web de l'univers, un champ d'information qui, à mon avis, lui-même est très intelligent. Et c'est un peu l'intrigue du chaman du Pacifique. Finalement, je vais plus loin, je vais un peu plus loin dans le futur en me demandant, est-ce qu'un jour, l'intelligence intuitive, le champ d'information, le web de l'univers, acceptera de communiquer avec une machine. Mais je pense que le choix, il n'est pas nôtre. C'est-à-dire que si un jour les machines peuvent reproduire non seulement notre intelligence QI, mais en plus avoir cette connexion, donc devenir émetteur-récepteur d'un champ d'information intelligent qui sous-tend l'univers, ce ne sera pas l'humain, ce ne sera pas la machine qui décidera, ce sera ce champ d'information. Mais ce qui est extraordinaire, et ce qui est aussi extrêmement effrayant, c'est de se dire qu'on crée ces machines. C'est-à-dire qu'on risque de créer un monstre qui, potentiellement, peut nous engloutir, même si, encore une fois, on a bien compris qu'il y a des champs sur lesquels, et notamment sur la conscience intuitive, la machine n'arrivera sans doute pas à atteindre cela, mais on crée nous-mêmes notre propre destruction, quelque part. C'est pas nouveau.
C'est sûr, il y a des tas de plans sur lesquels effectivement on s'autodétruit, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais particulièrement dans ces nouvelles technologies en particulier. Oui, je sais pas jusqu'où ça ira. D'un côté, c'est comme tout, hein, le nucléaire peut être utilisé à des fins énergétiques qui sont louables. Et puis, ça peut faire péter la planète. L'intelligence artificielle, je pense que ce sera la même chose. Si, et j'en parle beaucoup dans Devenez génial, si on utilise l'intelligence artificielle pour nous éviter d'être des surproducteurs d'intelligence QI, c'est-à-dire de travailler comme du matin au soir et de plus avoir le temps de se connecter à nos autres formes d'intelligence, ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'en réalité, pour se connecter à ces autres formes d'intelligence, notamment à nos ici, à nos intuitions, l'idée, c'est de se calmer et puis de faire un peu d'espace dans notre pensée. Donc l'idée, c'est de ralentir le mental. Eh oui, bien sûr. Donc on en revient à ce que beaucoup de maîtres spirituels disent, hein, c'est pas nouveau. Par contre, dans la pratique, c'est très difficile. Si on a un job où on doit produire de l'intelligence QI du matin au soir, comment faire pour ensuite, après il faut s'occuper des enfants, il faut quand même faire un peu de sport, etc. Comment faire pour trouver le temps de faire de l'espace dans nos pensées? Donc le côté optimiste, c'est de se dire si on est capable de générer de l'intelligence sans nous mettre à contribution du matin au soir, ben peut-être que pour l'humanité, ce sera un bienfait. Et c'est ce que vous nous expliquez au travers donc, de votre ouvrage, c'est à un moment donné dans cette conscience analytique, faire taire ce mental, faire taire cette dimension, ce que vous appelez le yoga mental, c'est-à-dire qu'à un moment donné on redescend un petit peu, on redescend dans les tours, le stretching mental, hein, c'est comme ça que vous l'appelez. Ouais. Et c'est vrai que quand on part du principe qu'on a 30 000 pensées quasiment par jour, dont 70% de ces pensées sont négatives, le mental passe son temps à être omniprésent et évidemment, on est dans une conscience analytique qui, pour le coup, est parfois perturbante, voire destructrice. Elle est destructrice, ça j'en suis persuadé. Je pense que justement, le fait qu'on doit produire tant d'intelligence QI a déstabilisé la société. On n'est pas fait pour avoir 30 000 pensées par jour. Et encore, on est dans ça varie de 6 000 à 60 000. Donc il y a des personnes qui ont 60 000 pensées par jour, ils en sont à un stade très proche de la folie, où ils ne dorment plus la nuit ou très mal. Et en réalité, le mental n'est pas fait pour fonctionner à ce rythme-là. Et ça apporte un peu tous les maux qu'on connaît. Et une chose, justement, que je traite dans le livre, dans le stretching mental et l'entraînement à penser moins, c'est déjà de se rendre compte, en fait, qu'on est toujours suractivé. Quand je donne des conférences, je fais exprès d'être à peu près au milieu de la conférence. Donc là, ça fait en tout cas 20 minutes que les gens sont assis pépères, ils m'écoutent. Je me dis, s'il y a quelqu'un de stressé ici, c'est moi, je suis debout devant tout le monde. Donc, et je leur demande de faire un test, simplement de compter leurs pensées pendant 1 minute. Et puis après, je demande qu'il y ait au-delà de 15 pensées par minute. Pas de pensées, pardon, de respiration. Oui, respiration. Oui, la respiration. Oui, la respiration, qui est un des piliers, de la méthode ici. Ouais. Et je demande aux gens de compter combien ils ont de respiration pendant 1 minute. Et puis après, je leur fais lever la main à tous ceux qui ont plus de 15. J'ai les 3/4 de la salle qui lèvent la main. Et on sait, c'est une règle, hein, c'est une estimation, mais on sait qu'il faudrait être à 6-7 respirations par minute pour être en mode calme. Waouh! Ce qui est peu, hein? C'est peu, mais c'est comme ça qu'on est conçu. Et du coup, comme on est surstimulé, alors il n'y a pas seulement le fait qu'on est stressé au travail, etc., mais il y a aussi le fait qu'on est surconnecté, donc on a toujours un petit bip quelque part qui nous met un petit coup d'activation. Eh bien, on passe notre temps en mode, ce qu'on appelle en mode sympathique, donc en mode surstimulé. Et ce mode-là est aussi un déclencheur de pensée. C'est-à-dire que le mode sympathique, c'est le mode, en fait, à l'origine, hein, c'est le mode, soit on se défend, soit on se bat, mais il y a danger. Et aujourd'hui, le cerveau et le système nerveux autonome interprètent tous ces signaux, le stress au travail, les bips de notre téléphone,
un email qui a le nom de notre patron, on ne sait pas si c'est pour nous donner une augmentation, mais c'est plus probablement pour nous engueuler d'un truc qu'on a mal fait, etc. Ben, tout ça, sans qu'on s'en rende compte, ça nous maintient toute la journée en mode hyper actif. Et là, c'est impossible de descendre, d'aller plus dans les 6000 pensées par jour. Alors, on va voir évidemment votre méthode, la méthode ici, hein, intuition, créativité, innovation, parce que dans ce livre, il y a aussi le côté pratique des choses, où vous expliquez justement, et puis même au travers de vos stages, au travers de tout ce que vous préconisez. Mais le chef d'entreprise que vous étiez à très haut niveau, puisque vous avez dirigé une multinationale, mettez en application ce que vous dites là? Pas tout de suite. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il vous a fallu un laps de temps pour vous rendre compte du truc. J'ai été lent, c'est pour ça que j'ai écrit Devenez génial. Moi, je me suis dit, si je peux offrir un raccourci aux gens. Non, parce que comme on l'a mentionné avant, moi ce que j'ai fait, bon déjà, il faut que je l'avoue, hein, j'ai eu une double vie, c'est-à-dire que j'étais chef d'entreprise, puis en même temps passionné de la conscience. Donc je faisais mes recherches à côté. J'utilisais des fois les heures de boulot, les heures de boulot ou les capacités analytiques de mon institut, mais je séparais en principe bien les choses. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte au fait que mes recherches sur la conscience faisaient de moi ce réparateur de vélo qui connaît tout sur le vélo. Donc vous m'ameniez un vélo dans n'importe quel état, je comprenais, je pouvais le remettre mais qui n'était jamais monté dessus, qui n'avait jamais eu le plaisir de pédaler les cheveux au vent. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais là, en plus, j'interrogeais de plus en plus de personnes qui avaient eu des états de conscience non ordinaires, modifiés. Et chaque fois, ils avaient le sourire, ils avaient de la joie en me racontant leur expérience. Et j'ai eu vraiment de plus en plus envie de monter sur le vélo. Et dès le moment où j'ai commencé à monter sur le vélo, j'ai pratiqué aussi ce que je ressentais en entreprise. Mais le fait de le savoir, c'est très intéressant, hein, parce que le fait de le savoir avec mon mental, de l'avoir compris, ne m'a pas amené à le pratiquer dans mon entreprise. C'est seulement quand moi, j'en ai fait l'expérience personnelle que je me suis dit, ah, mais c'est beaucoup mieux que la théorie en réalité. J'ai ressenti le bienfait de se mettre en état de conscience augmenté. Pour vous et du coup, par voie de conséquence, pour vos équipes? Mais du coup, par voie de... Alors, j'ai jamais dirigé mes équipes si c'était à refaire, je le ferais, hein, mais les choses se sont enchaînées d'une façon où j'ai jamais vraiment dirigé mes équipes avec des séances de méditation, des séances de... Non, mais clairement, mais ce que je veux dire, c'est que votre état psychologique, après avoir expérimenté, a peut-être eu des conséquences, un rayonnement qui fait qu'on vous a senti plus apaisé, peut-être moins directif, ou je ne sais pas. Oui, ça c'est sûr. Beaucoup plus empathique. Beaucoup plus empathique, apaisé. Et puis j'avais déjà compris ce que j'explique dans Devenez génial, c'est-à-dire comment on devient créatif et innovatif. Et ça, je le pratiquais indirectement avec mes collègues. C'est-à-dire que quand on avait besoin de créer, de trouver des idées, je faisais ce que je préconise dans Devenez génial. Alors, cette méthode, vous l'avez intitulée d'ailleurs Intuition, créativité, innovation. C'est la méthode ici. Ici, oui. Hein, ici et maintenant. Exactement. Ah bah oui, évidemment, magnifique. Et on va voir, parce que vous avez créé cette méthode et que vous avez fondée sur 3 piliers. Oui. Hein, spécifiques. Le fameux yoga mental, hein, le stretching du mental, vous allez l'évoquer, les entraînements de la pensée, et puis la puissance de la nouvelle écoute. Alors, est-ce que, dans cet ouvrage, la manière dont vous présentez effectivement cette méthode, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut mettre en application et expérimenter ce que vous préconisez? Oui, parce qu'en fait, c'est retrouver des propriétés qui sont inhérentes à l'être humain. Donc, en fait, cette connexion à nos ici, on l'a en permanence. La seule chose, c'est qu'on la masque. J'aime bien comparer nos 30 000 pensées à une sorte de chute d'eau. Qui a un bruit, un rideau opaque et bruyant qu'on a en permanence devant les yeux. Et c'est derrière ce rideau que se trouvent nos ici. Mais elles sont là chez tout le monde. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc tout le monde peut y accéder. Après, si on est à 60 000 pensées par jour, qu'on a un job super stressant, qu'on ne dort pas la nuit, on part de plus loin que quelqu'un qui a déjà l'habitude de pratiquer la de la pleine conscience. Est plus difficile. Alors, le stretching mental. Commençons par le premier pilier. Que fait-on?
C'est-à-dire maîtriser et commencer à redescendre un petit peu dans les tours et puis calmer le mental? Le stretching mental, avant même de redescendre dans les tours, qui est plus l'entraînement, la deuxième partie, j'essaie de faire prendre conscience aux gens de ce qui met de l'huile sur le feu. Okay. Et j'ai principalement identifié trois sources. Deux sources sont issues de nos croyances. La première, c'est nos croyances collectives, qui donnent un cadre assez rigide à nos pensées. Donc je me dis, si on est dans un cadre assez rigide et assez petit, et qu'on a 30 000 pensées, ça fait un peu comme un... J'imagine, j'ai cette image dans ma tête, je suis toujours très visuel, mais j'ai cette image dans ma tête de 30 000 moutons dans un terrain qui ne fait pas plus qu'un terrain de foot, et ils sont tous épaule contre épaule. Du coup, pour avoir un peu d'espace, puis pour voir l'herbe qu'il y a derrière, c'est un peu difficile. Donc la première partie, c'est essayer de... OK, allons déjà rencontrer nos barrières, et puis élargir notre cadre de pensée, sans même apprendre à les ralentir, simplement les élargir, qu'il y ait un peu plus d'espace. Croyances collectives. Les croyances collectives. Limitantes. Et puis, après, il y a les croyances personnelles limitantes. Elles nous stressent parce que souvent, elles nous empêchent d'aller là où on veut. On ne se croit pas capable de, alors on n'y va pas. On a peur de, alors par exemple, les gens qui procrastinent, c'est des gens qui ont souvent peur que l'on juge leur travail négativement. Donc, ils vont partager leur travail que quand il est parfait, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas partager beaucoup, et puis ils vont le partager dans la peur, etc. Donc ça aussi, quand on est sous l'influence d'une de nos croyances limitantes, on a beaucoup de pensées négatives parce qu'on s'en veut de ne pas oser partager, de ne pas oser écrire ce livre qu'on a envie d'écrire, de se mettre à la musique ou j'en sais rien. Il y a une partie de nous qui... Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, c'est les conflits. Ça, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein, quand on a un conflit avec son voisin, avec sa femme, avec ses enfants, au travail, le mental est là. À penser, il est à fond là. Donc ça, c'est le premier pilier, hein, sur ce stretching mental, élargir son cadre de pensée. Élargir son cadre de pensée et puis arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Donc en réalité, c'est se déstresser. C'est enlever les facteurs de stress ou diminuer les facteurs de stress. Ensuite, entraînement de la pensée. Alors l'entraînement de la pensée, c'est simplement, là on va dans le cœur, dans le vif du sujet, on essaye de penser moins et surtout de se donner des moments où on fait de l'espace dans nos pensées. Alors les gens pensent souvent, ils me disent « Ah mais ça c'est la méditation ». Oui. Oui, sauf que la méditation c'est la piste noire. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de méditer, que vous lui dites arrête de penser, mets-toi sur un zafou en tailleur, déjà il va avoir mal aux genoux. Ça c'est sûr. Puis en plus on lui dit maintenant c'est facile la méditation, t'arrêtes de penser. Ouais. Ça ne marche pas du tout. C'est clair. On a vu avant que les gens passaient leur journée en mode sympathique, qui a de sympathique que le nom, parce que c'est le mode justement où on est suractivé. La première chose à faire, c'est apprendre des techniques de respiration pour switcher. Puis apprendre à switcher au cours de la journée plusieurs fois. Comme ça, on apprend déjà à son corps de passer du mode fuir ou se battre, le mode excité, en mode calme. Okay, rien ne m'arrive, je peux être tranquille. Et là, rien que de changer de mode, et c'est autonome, on diminue déjà par à peu près 5 le nombre de pensées. Donc, et j'ai une pensée, tiens justement, voilà, parce que je sais que ça va faire bondir et qu'on va avoir des commentaires. Comment avez-vous pu dire que la méditation, c'est ne pas penser? Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, non? Non, parce que c'est ce qu'on... Dans la phrase, on le dit. C'est comme si on disait à quelqu'un, assieds-toi en tailleur, médite et arrête de penser. Voilà, non, la méditation, ça n'est évidemment pas arrêter de penser. Non, c'est... Mais pour moi, toutes ces techniques... Après, il y a tellement de types de méditation aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, tout ce qui m'intéresse dans Devenez Génial, c'est toutes les techniques qui permettent de ralentir les pensées et de faire un peu d'espace. Parce qu'il ne suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit de... Moi, j'ai eu mon intuition qui m'a poussé à être écrivain en une fraction de seconde, alors que j'étais en train de m'assoupir sur une barque. Je venais d'écouter Eckhart Tolle, donc j'étais très calme. Il y avait des magnifiques couleurs d'automne. J'ai emprunté une petite barque, je me suis mis sur le lac. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite sieste. Puis au moment où je me suis assoupi, j'ai eu l'intuition. Wow. Donc, je crois qu'il suffit, suivant ce qu'on veut nous communiquer, il suffit d'une fraction de seconde. Oui, vous avez apaisé le mental. Et donc, du coup,
Il y a cette ouverture qui permet de recevoir d'autres perceptions, enfin d'autres ressentis. Et puis alors il y a le troisième point, le troisième pilier de la méthode ici, c'est la puissance de la nouvelle écoute. En réalité, ouais, c'est la chose la plus difficile. Les gens se disent, bah, arrêtez de penser, c'est super difficile. C'est vrai que si on essaye, même maintenant, vous et moi, mais avec les exercices qu'il y a dans le livre, la plupart des gens y arrivent. Seulement, ce qui se passe, c'est que quand on commence à avoir des intuitions, c'est quelque chose qui ne provient pas du mental. C'est une information qui ne provient pas du mental, qui va nous guider vers un chemin qui est probablement à défricher. Moi, quand j'ai reçu l'intuition de devenir écrivain, j'étais chef d'entreprise et j'avais déjà écrit un livre qui n'avait pas du tout marché. Enfin, je ne l'avais même pas montré à qui que ce soit d'autre. Donc, mon mental, il a tout de suite refusé cette intuition. Il m'a dit, oh, mon coco, le coup du livre, on l'a déjà fait. Tu nous as fait perdre je ne sais pas combien d'heures en soirée au détriment de ta famille, au détriment de ta boîte. Donc, mon mental ne voulait absolument pas entendre parler de ça. Et finalement, il est très fort pour raisonner, j'en parle dans le livre avec AI à la place de E aigu, raisonner une intuition, puis dire que c'est, ouais, même si c'est une bonne idée, c'est pas le bon moment. Et on fait tous ça, finalement. Et cette partie du livre est vraiment très importante parce que c'est commencer à s'entraîner, à dire oui à ce que la vie nous propose à travers de nos ici. Et alors, une fois que... Alors, ça, c'est la méthode, bien sûr, dans le livre. Et alors, pour arriver justement à cette technique et à maîtriser et à se retrouver dans ces ici, comme vous le dites, là, il y a une ribambelle de possibilités, en tout cas de techniques. Oui. La première d'entre elles, vous parlez de cette respiration qui est essentielle. Oui. Ouais, pour moi, c'est la base. C'est la base. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la base. Je crois que ce que j'ai vraiment compris en faisant les recherches pour ce livre, je savais où je voulais aller, mais ensuite, j'ai vraiment recherché quels étaient... J'avais compris que le grand problème qui suractive notre mental tout le temps, c'est le fait qu'on n'est plus capable de passer du mode sympathique au mode parasympathique plusieurs fois par jour. Et là, j'ai cherché quelles étaient les techniques de respiration. Je n'ai rien inventé, mais je suis tombé sur cette technique de respiration assez connue qui vient de l'université de Columbia, qui permet de nous mettre en état parasympathique en 3-4 respirations. C'est une respiration en 2 temps, c'est ça? Oui, je peux la montrer. Oui, bien sûr. Elle est toute simple. Ça consiste on inspire par le nez, on commence par l'abdomen, puis ensuite, on prend une grande inspiration. Et quand on a l'impression d'avoir les poumons pleins, on respire un petit coup. Puis ensuite, on expire par la bouche. Donc, ça fait... OK. C'est ça 3-4 fois. Et le nerf vague qui contrôle le système nerveux autonome nous met en mode calme, en mode parasympathique. Et là, quand je fais des ateliers ou des conférences, les gens sont stupéfaits parce que je leur fais faire ça, mais on prend moins d'1 minute. C'est génial. Et puis, ils sont tous, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on avait switché. Et oui, c'est finalement... On se rend compte qu'il y a des outils. C'est pour ça que je ne commence pas... La méditation, c'est génial, hein, je la recommande vraiment, mais je ne commence pas par ça. Pour que les gens qui ne soient pas des experts en méditation puissent prendre un chemin plus facile. Ouais. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, effectivement, et qui aimeraient, d'ailleurs, hein, qui aimeraient. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si véritablement ils méditent correctement. Oui, moi le premier. Hein. Ouais, moi aussi. Souvent, je me dis, ah ben voilà, tiens, je vais faire une petite séance de méditation. Inévitablement, le fait de penser à se demander la question de savoir est-ce que je médite correctement, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est véritablement déjà une méditation. Ça, c'est encore une fois une activation. C'est une activation du mental, très clairement. Alors, dans des autres techniques, alors il y a plein de choses évidemment. J'ai trouvé des choses assez étonnantes. Par exemple, alors l'histoire de l'exposition au froid. Vous le faites ça? Oui, je le fais. Alors, une fois que j'ai compris, au fait, comment faire passer le mode du mode sympathique au mode parasympathique, je me suis renseigné à fond
sur toutes les techniques qui permettaient d'y arriver. Et c'est vrai qu'une technique qui a vraiment le vent en poupe actuellement, c'est l'exposition au froid. Hein. On le voit avec tout... Il y a Wim Hof. Voilà, il y a Wim Hof, Wim Hof voilà, qui fait ces fameuses ces bains de glace. Oui. Et alors, moi, je le fais parce que ça m'apporte pas mal de bienfaits. Je vis au bord d'un lac. Alors, il se trouve que je le fais que 4-5 mois par année parce que j'essaie de nager dans le lac Léman où je vis une fois par semaine, quelle que soit la saison. Wow. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois où il a 7-8 degrés. Et là, j'essaie de rester dans l'eau 5-6 minutes. Et en réalité, c'est extrêmement facile si on est en mode parasympathique. Si on est en mode sympathique, c'est pratiquement impossible. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le bénéfice d'être dans l'eau froide ou si c'est le bénéfice de devoir rester en mode parasympathique alors qu'il y a quelque chose qui nous stresse à l'extérieur. Je me souviens très très bien d'un petit passage en Suisse, à Genève, où il y a un endroit qui s'appelle le bain des Paquis. Oui. Où régulièrement, vous avez ces gens, alors il fait 4 degrés dehors, évidemment il fait un froid polaire, et vous avez des gens en peignoir, en maillot de bain, qui vont se baigner dans le lac, et qui remontent ensuite très très vite pour aller prendre un vin chaud ou quelque chose comme ça. Alors le bain des Paquis, il y a des saunas. Ah, il y a des saunas. C'est vrai qu'ils font chaud, froid. Ouais, c'est ça. Après, alors moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas le chaud. C'est-à-dire que j'arrive habillé au lac, je me mets en costume de bain, ce qui n'est déjà pas forcément agréable. C'est déjà une épreuve. Puis après, j'applique ces techniques de respiration que je partage dans le livre. Ça ne prend pas longtemps, heureusement. Donc après 1 minute, je suis bon, je me mets dans l'eau. Et je maintiens cette respiration quand je suis dans l'eau, parce que sinon, je suis obligé de ressortir. Mais je me suis rendu compte, et c'est fou, parce que j'y arrivais pas. Hein. J'ai passé 1 année à essayer de me mettre dans l'eau et à ressortir 1 minute après, parce que je tremblais comme une feuille. Et c'est que quand vraiment j'ai bien maîtrisé ces techniques, dont celles qu'on a fait avant, que j'arrive maintenant à rester dans l'eau 5-6 minutes. En fait, je mets même un timer pour pas oublier de sortir, parce qu'après, il peut y avoir quand même des conséquences. On peut être glacé pendant plusieurs heures. Bon, à défaut d'avoir un lac à proximité de la maison et qui plus est des températures parfois glaciales, une douche froide. Une douche froide, ça fait le même effet. Ça fait le même effet, absolument. Donc, ils disent qu'il faut rester une trentaine de secondes sous l'eau froide, simplement, et ça fait le même effet. Dans les techniques également qui permettent d'atteindre cet état de connaître ces ici, comme vous parlez, vous dites faire une seule chose à la fois. Ce qui est quand même, vous savez que, alors je ne sais pas si on dit ça en Suisse, mais en France, on dit, il y a beaucoup de femmes notamment qui disent, vous savez, nous, on a cette faculté, c'est qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Et là, vous dites précisément, commençons par faire une seule chose à la fois. Oui, alors ça, c'est vraiment... Les gens, des fois, quand ils viennent dans mes ateliers ou mes retraites, ils me disent « Ouais, mais on vise haut quand même, là. On vise l'intuition qui va changer ma vie ou l'idée créative qui va résoudre mon problème personnel ou mon problème professionnel. » Je dis « Mais on va y aller pas à pas. » Et puis, pour moi, la chose la plus facile pour inviter des ici, je les appelle nos ici imperceptibles, parce que pour moi... Aller à l'encontre de nos ici, je prends cette image dans le livre, c'est un travail de chercheur d'or. Donc on va tamiser, et puis on va plus souvent tomber sur des petites pépites que sur la grosse de 2 kilos. Et dans ces petites pépites, pour moi, il y a tout ce qu'on obtient quand on fait les choses en étant à fond dedans, en étant complètement... Par exemple, là, on se parle, le fait qu'on soit totalement connecté, qu'on ait laissé nos téléphones, qu'on pense pas, moi je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire à manger ce soir ou quoi que ce soit, fait que, voilà, dans cette connexion, dans le fait qu'on fait qu'une chose à la fois, vont venir des idées, des intuitions, on va dire quelque chose ou faire quelque chose qu'on ne ferait pas si on était en multitasking. Et là, je demande aux participants, on a déjà des exercices pour le pratiquer, mais après, je dis, quand vous rentrez à la maison, vous choisissez une chose. Ça peut être un type d'entretien au travail, ça peut être 20 minutes avec vos enfants quand vous rentrez du travail, que vous faites vraiment en single tasking. Vous faites que ça. C'est ça. Et j'ai des retours, les gens me disent « Ah, mais tu avais raison, franchement,
par exemple avec mes enfants. Le fait que quand ils rentrent de l'école, je prends 20 minutes avec eux, pleinement avec eux. Je sais tout de suite comment ils vont, je sais tout de suite comment s'est passée leur journée. Je comprends si je dois passer plus de temps ou si tout va bien. J'ai des informations que je n'aurais pas si je disais « Ah, salut, attends, je finis vite cet email. » Puis l'enfant va se mettre devant la télé ou va partir jouer à quelque part. Donc, à un moment donné, vraiment, même chose, ça j'appliquais beaucoup, vous me demandiez avant si j'appliquais ça au travail, j'appliquais beaucoup au travail. Quand je recevais quelqu'un, que ce soit un de mes collègues, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, j'étais qu'avec lui. Quand j'appelais quelqu'un, j'étais qu'avec cette personne. Et ça m'a apporté beaucoup de... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des téléphones portables, des ordinateurs, on a parfois une discussion et en même temps, on a les yeux rivés sur le téléphone et en même temps, on écoute une autre conversation, etc. etc. C'est ça, on a tellement pris l'habitude de... On dit faire du multitasking, plusieurs choses à la fois. En réalité, on fait tout, parce qu'apparemment, le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Désolé, mesdames. Mais ensuite, par contre, on peut, et peut-être c'est la faculté qu'ont les femmes, elles ont la faculté de le faire encore plus vite que nous, c'est de passer, de switcher très vite d'une tâche à l'autre, puis de revenir, puis de switcher. Mais on sait aussi que pour bien recevoir, pour bien être en lien, pour bien recevoir nos ici, il faut être calme, paisible et concentré à la tâche. J'ai étudié beaucoup les sportifs professionnels pour écrire Devenez génial. J'en ai interrogé beaucoup. Et parce que eux, ils ont cette faculté d'entrer en conscience, en état de conscience non ordinaire. On appelle ça le flow du sportif. Et moi, l'impression que j'ai en ayant conduit des interviews pour essayer de découvrir ce qui leur permettait cela, c'est principalement la faculté d'être totalement dans ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ils sont focus. Ils sont focus, ouais. Ouais, focus. Allez, un petit dernier encore, parce qu'il y a énormément de choses. Hein, le soulagement du lâcher-prise. J'ai entendu dire, j'ai vu une conférencière dire, ce mot du lâcher-prise, c'est insupportable. On devrait plutôt parler de lâcher du lest. Parce que le lâcher-prise, c'est tomber. Alors que le lâcher du lest, c'est petitement lâcher suffisamment de choses de telle sorte que voilà, on puisse s'élever et ressentir d'autres choses sans avoir une coupure nette du lâcher-prise. Ouais, c'est une très belle analogie. Ouais, c'est une belle analogie. C'est vrai que le lâcher-prise, moi, c'est le morceau qui... il est essentiel pour le point 3, pour écouter nous ici, il faut savoir lâcher prise. Bien sûr. Mais c'est le point qui m'a demandé le plus de travail. J'avais de la peine à saisir ce que ça voulait dire. J'ai finalement été aidé par mes voisins. Je suis voisin d'un monastère tibétain. Et ils m'ont expliqué que pour eux, le lâcher-prise, c'était pratiquer la powa. Et la powa, c'est la méditation tibétaine qui consiste à s'entraîner à mourir. Comment ça s'écrit la powa? P-O-W-A. P-O-W-A. Et du coup, ils m'ont enseigné cette technique. Et puis après, moi, je l'ai traduit, parce qu'il y a beaucoup de références à leur Dieu, etc., qui n'est pas facile pour nous. Du coup, moi, je l'ai traduit en une méditation guidée qu'on peut tous faire. Et puis, elle est dans les bonus du livre. Mais c'est la plus belle... Il y a deux choses qui m'ont vraiment aidé à comprendre ce que c'est lâcher prise. C'est ça, cette powa. Et puis, c'est l'aventure, enfin la vie de Michael Singer, oui. qui a écrit, malheureusement, il n'est pas traduit en français. En français. Mais c'est un livre dans lequel il raconte sa vie. Il raconte qu'en fait, il a décidé à un moment donné, il a compris que son mental n'était pas outillé pour prendre des décisions qui le rendraient heureux. Donc, il n'avait pas trouvé d'autres techniques que de dire oui à ce qui se présentait à lui. Et pour lui, le lâcher-prise, c'était OK, si la vie m'offre quelque chose, je l'accepte. Et il a une vie extraordinaire. Pour ceux qui peuvent lire ce livre, qui lisent l'anglais, je vous le recommande, ça s'appelle The Surrender Experiment. Et il a une vie extraordinaire. Il a fait tellement de choses dans sa vie. Il a finalement... Il a bâti un temple, il a été organisateur d'événements spirituels avant tout le monde d'une ampleur incroyable. Il a été constructeur de maisons, il a finalement eu une entreprise dans l'informatique
qui a été revendu à plusieurs milliards de dollars. Puis après, il a encore écrit de 2 ou 3 best-sellers. Hein, donc, voilà, des fois, c'est vrai que si on accueille ces ici, si on accueille ce qui vient à nous, plutôt que de dire non, c'est pas pour moi, ça ouvre des portes. Et c'est là où c'est toujours, toujours complexe, parce que vous avez des tas de personnes comme vous qui s'installent ici et qui nous disent il faut aussi apprendre à dire non, c'est pas pour moi. Il faut aussi être d'accord avec ce non, c'est pas pour moi, et ne pas être nécessairement comme ceux que vous décrivez, qui accueillent toujours en disant oui, si la vie me présente ça, c'est qu'effectivement c'est sans doute fait pour moi. C'est là où toutes les difficultés. Voilà. Alors moi j'ai toujours pensé que la vie de Michael Singer était exceptionnelle et qu'elle n'était pas faite pour tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Je pense c'est un maître zen à la base, hein. Donc je pense qu'il a aussi la faculté de recevoir les ici. Le problème, et j'en parle beaucoup dans le livre, c'est de ne pas confondre une ici avec une pensée. Oui, alors ça, c'était là-dessus que je voulais vous amener aussi, parce que ça, c'est évidemment à quel moment on sait que c'est une pensée, à quel moment on est capable de faire la distinction avec justement ces ici. Ces ici. C'est pas évident, parce que finalement, la seule chose qui aide vraiment, c'est de comprendre que les ici, on les reçoit. C'est-à-dire elles nous proviennent de ce champ d'information, ce web de l'univers. Donc il faut imaginer notre corps comme étant l'émetteur-récepteur d'ici. Les pensées, elles proviennent de notre mental, donc elles sont créées dans notre tête. Du coup, il y a quand même une différence. C'est-à-dire qu'on reçoit une ici, on crée une pensée. Dans le cerveau, il n'y a pas beaucoup de différence, parce que le cerveau crée de l'information, crée une pensée, c'est de l'information, il reçoit de l'information, c'est de l'information. Mais par contre, et là il y a pas mal d'études, j'en parle dans le livre qui le montrent, le fait d'être émetteur-récepteur d'information, ça se passe là où on a beaucoup de neurones. Et les 3 endroits où on a le plus de neurones, ce sont le cerveau, les tripes et le cœur. Et en principe, une ici, elle est reçue dans les 3 endroits en même temps. Donc il y a une résonance dans le corps. Donc il y a une résonance dans le corps. Ce que les Anglais appellent gut feeling, c'est-à-dire qu'on le sent dans nos tripes. Moi, quand j'ai eu l'intuition que je devais écrire des romans, j'allais m'assoupir. Et quand j'ai eu cette intuition-là, mon cœur a commencé à battre la chamade, j'ai eu la chair de poule, j'ai senti de la joie, j'ai senti quelque chose dans mon ventre qui lâchait. Et ça m'a beaucoup étonné. Intuitivement, j'ai su que c'était juste grâce à ça. Et des fois, en fait, le cerveau est tellement occupé qu'on reçoit, on n'a que le feeling. Si par exemple, moi j'étais chef d'entreprise, mais je me souviens de 2-3 cas où j'ai engagé quelqu'un. Ça faisait longtemps que je cherchais à repouvoir ce poste, donc j'avais vraiment envie. Puis j'avais enfin une personne son CV était parfait, qui correspondait bien. Je l'ai en face de moi, puis j'ai le ventre qui fait ça, qui serre un peu. J'ai pas un bon feeling. Alors au début de ma carrière, je les engageais quand même, et puis après m'être planté plusieurs fois, j'ai appris à écouter mon corps aussi. Ouais. Ça, je pense que c'est presque un automatisme qu'on devrait avoir. Écouter cette faculté du corps qui nous parle à un moment donné pour nous dire attention, là il y a un ressenti. Et ça, mais du coup ça s'apprend. Ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend. Bah c'est un outil extraordinaire. Quand on le maîtrise, c'est fantastique. Ah ouais, c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on le sent tout de suite. On le sent tout de suite. Wow. On sent tout de suite quand on reçoit une ici. Une fois qu'on on connaît le papillonnement que ça peut amener ou la crispation que ça peut amener, on ne la confond plus avec autre chose. Alors pour les tripes, le cœur, en second, pour la tête, s'il n'y a que la tête, c'est là où il y a sans doute la plus grosse confusion possible. C'est-à-dire que si on reçoit une information et on n'arrive pas à sentir quoi que ce soit, ouais. Il faut y aller avec prudence. C'est là où je ne dirais pas oui, amen, on y va. Quoi. Ouais, Par contre, si c'est aligné, si on a l'information dans la tête et le sentiment, comme je l'ai eu quand j'ai eu l'intuition pour mes romans, mais par exemple, mon épouse, elle se demandait si elle voulait ouvrir une société pour aider les gens à faire des conférences. Et puis,
elle allait, je crois, à une interview pour un job qui n'avait rien à voir avec ça. Elle lisait le journal, et puis dans le journal, il y a quelqu'un qui parlait de justement ces personnes qui maîtrisent leur art oratoire et qui aident les autres. Et là, elle a vraiment senti quelque chose dans son corps. Et comme la vie voulait vraiment pas qu'elle loupe le truc, en même temps, il y avait un gars qui passait avec un t-shirt qui disait « Trust your instinct ». Aujourd'hui, elle a monté son truc et ça fonctionne super bien. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable. Et du coup, j'allais dire, cette technique-là, vous l'appliquez à chaque fois que vous avez une décision à prendre, à chaque fois que vous avez un doute sur quelque chose, ou à chaque fois que vous émettez un souhait de quelque chose. Vous attendez d'avoir ce ressenti-là pour prendre la décision? En réalité, j'ai des intuitions j'essaie de suivre mes intuitions, j'ai des petites intuitions et je les suis tout le temps. Des fois, c'est bête, hein, mais c'est investi dans telle chose et je le fais. Et puis, mais moi, ce que je pratique surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me mettais en état de recevoir des ici, ben je rentrais dans un flow créatif qui me permettait d'écrire mes romans. Donc c'est une technique que j'utilise pratiquement tous les jours pour recevoir l'inspiration de mes romans. Et c'est fantastique parce que maintenant j'ai tellement l'habitude que je me mets en état d'écrire et je rentre dans le roman et je commence à recevoir des images. Je reçois les images de mes propres histoires. De la canalisation. Oui. C'est une sorte de canalisation. Mais pour moi, c'est vraiment cette connexion avec ce web de l'univers. Mais vous avez du mal à le dire. Canalisation ou presque une intuition plus qui va jusqu'à des capacités extrasensorielles, des capacités... Vous pouvez aller jusque-là mais pour moi, c'est la même chose. Pour moi, la canalisation, c'est des gens qui ont la faculté... Oui. Mais je veux dire, est-ce que vous avez... D'y aller presque quand ils veulent. Est-ce que vous avez de la clairaudience? Est-ce que vous avez de la clairsentence? Est-ce que vous avez... je pense que quand j'écris mes romans, c'est de la clairvoyance quand on voit les images. Donc j'ai de la clairvoyance, vu que les images de mes histoires me sont présentées comme un peu le storyboard d'un film. C'est fantastique. Moi, je suis toujours fasciné par ça et vous savez, je dis souvent, les gens comme vous qui ont cette capacité-là, je me dis, ce sont des gens qui sont... Alors vous allez me dire, tout le monde peut le faire. Et la preuve, c'est que vous écrivez un livre pour expliquer comment est-ce qu'on peut le faire. Mais quand vous maîtrisez ça et que c'est devenu presque un automatisme dans votre vie, je me dis que vous êtes touché par la grâce, quoi. Oui, mais alors moi, je pense que c'est pour ça que je me suis permis d'écrire le livre et de donner une méthode, parce que je pense que j'ai été quelqu'un qui a dû vraiment beaucoup travailler pour ça. Ouais, c'était pas un don naturel. Ouais, c'est ça. Je vois des gens dans mes recherches sur l'inconscient, la conscience, pas l'inconscience, la conscience. J'interroge des gens qui ont des états de conscience extraordinaires depuis tout petit, des personnes qui sont capables de faire de la bilocation, qui ont de la clairvoyance depuis tout petit. C'est un don. Tant mieux pour eux. Moi, c'est un don que j'ai dû travailler d'arrache-pied. Mais vous l'avez. J'ai fini par l'avoir. Vous finissez par l'avoir, c'est fantastique. Je vous invite vraiment, c'est aux éditions Jouvence, et je remercie encore une fois les éditions de collaborer avec nous pour proposer des invités aussi pertinents, aussi inspirants. Moi, je trouve ça fascinant. David Perrault, à l'ère où les machines deviennent intelligentes, c'est votre sixième ouvrage. Ouais. Devenez génial, et puis suivez évidemment cet enseignement, lisez, et restons optimistes, comme David, face aux machines, face à l'intelligence artificielle, parce qu'elles n'auront pas ces ici. Elles n'auront jamais accès, à mon avis, elles n'auront jamais accès aux ici. Donc ça, c'est le propre du vivant. Donc restez vivant et n'essayez pas de concurrencer les machines sur l'intelligence QI qui finalement est une intelligence parmi d'autres. Nous, on doit être dans la complétude de ce qu'est un être humain et pas complètement... Je vais dire à gauche pour faire référence au cerveau gauche, mais même si on sait que ce n'est pas exactement comme ça. Mais ouais, avoir le curseur bien au milieu, bien équilibré. Bon retour en Suisse. Merci. Merci. Demain matin, baignade ou pas alors au lac? Alors, je mets un petit bémol à ce que j'ai dit. Je me baigne toutes les semaines, mais j'attends un jour de beau.
Ah, il faut qu'il fasse beau quand même. J'ai pas envie de me baigner sous la pluie ou sous la la neige. D'accord, ok, d'accord. Donc ça dépendra demain. En plein hiver, il n'y a jamais une semaine où il n'y a pas un jour de soleil. Il fait froid, mais au moins c'est agréable. C'est agréable. Bon. Et puis l'avantage de le faire en Suisse, c'est que personne ne vous prend pour un fou, parce que je suppose que d'autres le font également. Absolument. Voilà. Donc c'est devenu très à la mode. C'est très à la mode. Merci beaucoup David, merci infiniment. Merci. Merci, on va se retrouver pour une prochaine rencontre et vous avez l'habitude maintenant de terminer les émissions de cette manière-là. Vous commentez, vous partagez le petit pouce qui va bien et on lira tous vos commentaires. Salut!